Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour travailler sur le prix d'un produit. On va travailler sur comment on construit un prix d'un côté marketing. On fera évidemment appel à quelques notions de gestion et puis on travaillera sur deux éléments qui seront découpés dans cette vidéo ou dans la prochaine. Alors, première chose, allons-y. Qu'est-ce qu'un prix? On repart de la base. Un prix, c'est bien une contrepartie monétaire en échange du bien ou du service marchand. En Union européenne et en France, la plupart des prix sont libres. C'est un principe qui a été défini par l'acte unique de la communauté européenne à l'époque, avant que ça devienne l'Union européenne. Mais il existe encore des secteurs où les prix sont réglementés. Par exemple, le prix des médicaments est réglementé, le prix de certains produits comme le tabac est également réglementé. Donc c'est un élément à prendre en considération dans le marché où l'on doit s'implanter. Est-ce que tous les prix sont libres ou est-ce qu'ils sont réglementés? Et l'offre que je veux implanter est-elle soumise à une réglementation ou est-ce que c'est un prix libre? À noter également un élément très important, c'est que le prix est la source de revenus du vendeur. Donc c'est un élément important pour l'entreprise. C'est pourquoi on va voir tout de suite les enjeux de la fixation du prix. Le fait que l'on positionne un prix va permettre à l'entreprise de calculer quelle est sa rentabilité. D'accord? Donc, si on a une gamme avec plusieurs produits, biens ou services, eh bien, le prix va déterminer la rentabilité du produit. Mais c'est également un facteur du positionnement marketing qu'on a vu dans les cours précédents du produit, c'est un élément important. Et puis, le prix a un impact sur la demande. Il va créer des effets économiques, il y a des effets psychologiques et des effets sur les distributeurs. Donc, extrêmement important de travailler sur le prix. Deuxième élément, très important, je rappelle des principes très simples mais qui sont essentiels, le prix génère de la marge. Comment? On part du prix de vente ou du coût de revient unitaire, on va ajouter une marge unitaire et on va multiplier tout ça par la quantité vendue, ça va nous permettre de connaître la marge totale. On parle ici d'une marge brute, c'est-à-dire qu'on appelle également la marge commerciale, qui n'est pas encore exclusivement ce que gagne l'entreprise. Il faudrait aller jusqu'à la marge nette, où on enlève toutes les charges et tous les frais que l'entreprise supporte pour pouvoir réaliser son activité. Voilà pour les principes de base de l'élaboration d'un prix. On va tout de suite se retrouver sur la suite. Alors, je vais rappeler ici des facteurs de gestion et puis on va les appliquer grâce à votre livre et je vous dirai à quel moment vous vous arrêtez pour pouvoir travailler avec le livre. Quand on est en train d'analyser et de construire une politique prix dans un mix marketing, on va se poser la question des facteurs qui permettent de fixer un prix. Il y en a plusieurs. Le premier, vous le connaissez, c'est le coût. Le prix de vente hors taxe d'un produit, c'est son coût de production qu'on appelle également coût de revient, auquel on va ajouter la marge. Ce prix doit être suffisant pour assurer la pérennité de l'entreprise et en France, on a une obligation qui est l'interdiction de revendre à perte. Donc on ne peut pas vendre moins que ce que cela nous coûte de produire.
La difficulté que l'on va rencontrer, notamment en marketing international, mais pas que, c'est que le coût de revient va dépendre en partie de notre négociation avec les fournisseurs, et en tout cas des prix qu'ils nous fournissent, et qu'ils nous font, des coûts de transport, et là spécifiquement au commerce international, des droits de douane. Et évidemment, les coûts vont également être fonction du nombre d'intermédiaires. Donc plus vous allez avoir un réseau de distribution, un circuit de distribution qui va être long, plus vous allez avoir un nombre important d'intermédiaires et potentiellement, ils vont chacun devoir vivre, ils vont chacun avoir une marge à prendre pour faire tourner leur entreprise. Et donc une marge plus une marge plus une marge, eh bien, on peut ainsi avoir un prix qui, à l'export, avec le nombre d'intermédiaires, gonfle. Autre élément que sur lequel on peut s'interroger, c'est est-ce que le prix que l'on va fixer en fonction des coûts va correspondre aux attentes des consommateurs et est-ce que l'on est compétitif vis-à-vis de la concurrence. Autre élément que l'on peut se poser, autre question que l'on peut se poser. Autre facteur qui permet de déterminer un prix, on peut décider de déterminer un prix par rapport à la demande. On parle ici d'une méthode spécifique qui s'appelle la méthode du prix psychologique, qu'on appelle également le prix d'acceptation. Alors, on va le mettre en place. Vous avez une fiche ressource qui vous a été distribuée pour connaître la méthode, et sinon ça se trouve facilement sur Internet. L'idée ici, c'est d'optimiser le prix en fonction des attentes des consommateurs par rapport à la qualité attendue. Donc en fait, l'idée de la méthode du prix psychologique, c'est de fixer un prix en fonction du meilleur rapport qualité-prix attendu par les consommateurs. La difficulté, c'est que le rapport qualité-prix attendu par les consommateurs n'a peut-être rien à voir avec la réalité de la marge que l'entreprise peut appliquer et avec sa rentabilité. Moi, j'ai envie d'avoir, par exemple, mon attente, c'est d'avoir un très bon ordinateur de très bonne qualité qui dure 10 ans pour seulement 1 000 €. Bon, ça c'est mon attente. Eh bien, si je veux un très bon ordinateur, par exemple celui avec lequel je vous enregistre, qui dure depuis plus de 10 ans, eh bien malheureusement, son prix, c'était pas 1 000 €. Donc, voilà, il peut y avoir une distorsion entre les attentes des consommateurs en termes de prix et de qualité et la réalité économique de la production du bien et la réalité économique de la rentabilité de l'entreprise. Comment on fait un petit prix psychologique? Ça se fait grâce à une enquête. On va réaliser une enquête auprès d'un échantillon représentatif de consommateurs en leur posant 2 questions. Pour ce bien ou pour ce service, quel prix êtes-vous prêt à mettre? Et surtout, à quel prix est-ce que vous pensez que la qualité est insuffisante? Et à quel prix est-ce que vous pensez que, en fait, c'est trop cher pour vous? Vous allez revoir dans la fiche ressources la formulation exacte des questions. Et donc, c'est une enquête, donc c'est un petit peu fictif parce que ce sont sur des bases théoriques d'intention ou de comment les consommateurs de votre produit se projettent, mais ils ne sont pas en situation d'achat. Donc c'est biaisé parce qu'ils ne sont pas en situation d'achat. Mais c'est quand même un élément intéressant. Troisième moyen de positionner son prix, eh bien, se positionner par rapport à la concurrence. Il faut déjà avoir positionné son offre par rapport à la concurrence et on va pouvoir positionner son prix dans le marché global. La difficulté de ce genre de positionnement, c'est que très souvent, on essaye de se positionner en dessous de la concurrence en fonction de notre stratégie, et que si on tous se positionne
toujours en dessous les uns des autres, eh bien à un moment il n'y a plus de rentabilité, il n'y a plus de marge pour les entreprises, et on est dans un système de guerre des prix qui fait disparaître la marge et qui met en danger la pérennité, la survie des entreprises. Il n'y a pas de honte en commerce à faire de la marge. La marge, c'est ce qui assure la rentabilité de l'entreprise, c'est ce qui assure que on va pouvoir payer les salaires, qu'on va pouvoir payer le loyer de l'entreprise, qu'on va pouvoir payer l'entrepreneur, qu'on va pouvoir payer les cotisations sociales et les impôts. Donc la marge, c'est quelque chose d'important. Et se positionner avec un prix trop bas qui ne permet pas d'avoir suffisamment de marge, c'est mettre en danger l'entreprise. Conclusion, c'est qu'il est quand même très difficile de fixer un prix et de fixer une politique prix avec un seul facteur. Si on prend en considération que le coût de revient et la marge nécessaire, si on est obligé de prendre également en considération l'acceptabilité des consommateurs, hein, si on fixe un prix qui ne colle pas du tout et que les consommateurs n'achèteront pas notre produit ou notre service, bah, ça ne sert à rien. On ne peut pas fixer son prix non plus sans tenir compte du marché et des prix pratiqués par la concurrence. Donc vous comprenez bien que l'idée, en fait, c'est d'essayer plutôt de combiner un ensemble de facteurs pour déterminer le bon prix sur le marché cible, qu'il soit local ou qu'il soit à l'international. Parce qu'évidemment, tout ça va varier en fonction de votre contexte et du marché. Je vous propose donc une démarche synthétique qui peut s'adapter évidemment à chaque produit, à chaque offre, à chaque marché. Ici, c'est un élément, une démarche qui est proposée. Mais évidemment, en fonction du marché de l'entreprise, on va devoir s'adapter. La première étape, ce serait de fixer des objectifs en volume de vente, en part de marché ou de vente en valeur. Des objectifs également en termes de rentabilité, marge brute, marge commerciale, celle que l'on a définie au tout début. Et puis, une fois qu'on a défini ça, on va pouvoir déterminer le profit que l'on veut tirer de cette activité, de cette vente. On va ensuite avoir une troisième étape qui est de se positionner. D'accord ? Donc on repart sur notre politique produit, positionner notre entreprise, notre gamme, déterminer la gamme de produits que l'on souhaite vendre. Du coup, une fois qu'on a défini plusieurs hypothèses dans une fourchette de prix, on va à chaque fois réaliser une prévision des ventes, une étude de rentabilité et on va pouvoir ensuite faire un ajustement marginal. Qu'est-ce que c'est qu'un ajustement marginal? Ça peut être en train de choisir entre un prix magique ou un prix rond. Alors un prix magique, vous l'avez juste au-dessus dans la petite étiquette. Le consommateur, psychologiquement, a tendance à retenir le prix le plus bas. Si vous fixez un prix à 0,99 centimes, le consommateur retient que c'est moins d'1 euro. Si vous le fixez en prix rond, 1 euro, 2 euros, 5 euros, il y a des stratégies en prix rond, eh bien, la perception du prix par le consommateur ne sera pas la même. Donc vous avez remarqué que le prix magique est très souvent utilisé. On dit 49,99 € pour ne pas dire 50, parce que le consommateur va retenir c'est moins de 50, et même si c'est moins 50 que de 1 centime. C'est un effet psychologique qui est utilisé par les entreprises, et c'est normal. Alors, on va faire un point maintenant sur un autre élément. Normalement, là, vous vous êtes arrêté, vous avez fait la pause pour pouvoir faire les applications du livre. On va partir sur d'autres applications qui seront à faire, à suivre de celle-ci pour comprendre le principe. Alors, le prix des consommateurs, allons-y.
Ici, on va parler de sensibilité au prix. Le principe est le suivant, c'est que le client, il a une perception relative du prix. Pourquoi? Parce que vous et moi, comme clients lambda, nous n'avons pas mémorisé tous les prix de tous les produits que nous rencontrons, de toutes les offres que nous rencontrons dans notre vie. D'accord? Parce que ce serait impossible de tout mémoriser. Et donc, nous n'avons une échelle de prix uniquement que sur les produits que nous achetons de manière courante. J'achète ma baguette de pain toutes les semaines, je connais, j'ai une échelle de prix de la baguette de pain. D'accord? J'achète du beurre toutes les semaines, j'ai une échelle de prix de la plaquette de beurre de 250 grammes. Ensuite, il y a des prix qui sont packagés, c'est-à-dire qui combinent plusieurs offres. Donc, par exemple, les opérateurs de téléphonie mobile sont très forts pour ça, pour vous faire des offres packagées, le montant de votre forfait mobile en appel, le montant de votre forfait mobile en giga, puis une offre avec, par exemple, du streaming, puis une offre avec la possibilité de regarder la télévision via votre box ou en ajoutant la box à votre service de téléphonie mobile. Voilà, ça ce sont des prix packagés. Du coup, c'est très difficile de comparer les prix tout le temps. Et il y a des mécanismes psychologiques qui délestent les clients de ça. Et donc la sensibilité au prix, ça va être une variable individuelle et une variable situationnelle. On va détailler ça. Quand on parle de variable individuelle, on veut dire que la sensibilité au prix va varier d'un individu à l'autre. La sensibilité au prix qui vous est propre n'est pas la sensibilité au prix de votre voisin ou de votre voisine. D'accord? Certains individus sont plus sensibles au prix dans leur décision d'achat que d'autres. Vous l'avez vu en cours de communication, par exemple, lorsque vous faites une typologie son casse, vous savez qu'il y a des gens pour qui la motivation argent est extrêmement importante. Ce sont des gens pour qui la sensibilité au prix est plus élevée. Ils prennent plus en compte le prix dans leur décision d'achat. Et la sensibilité au prix, elle est également situationnelle. Elle va varier d'un produit à l'autre. Un même individu, elle va être donc plus ou moins sensible au prix selon les produits achetés. Je prends un exemple. Moi, je suis très sensible au prix des baskets, vu qu'elles me coûtent pas cher. Si je prends certains étudiants avec qui j'ai déjà discuté, ils peuvent acheter une basket 3 ou 4 fois le prix et ça me semble étrange. Eh bien, voilà, une illustration du fait qu'on va être plus ou moins sensible au prix selon les produits achetés. Enfin, la sensibilité au prix est liée également au contexte culturel, économique et social. Donc culturel du pays, culturel de votre catégorie sociale, l'aspect économique. Aujourd'hui, par exemple, la France a subi une période d'inflation. Nous serions dans une période de non-inflation. La sensibilité au prix ne serait pas de la même manière. D'accord ? Et puis aussi l'aspect social. Il y a aussi une dimension de valeur dans le prix que l'on met dans certains produits. Donc cela impacte les comportements de consommation de chacun et ça va déterminer le pouvoir d'achat. Je vous laisse faire un petit lien avec le cours de CEJM première année sur le pouvoir d'achat. Les études ont montré que les consommateurs sont moins sensibles au prix quand le produit est original, différencié, unique, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Regardez le prix d'iPhone qui est exorbitant et pourtant ça fonctionne. Il est difficile de comparer les prix et c'est fait pour, les conditionnements sont différents, les références sont différents. Il y a même des systèmes, par exemple sur de l'électroménager, où les accords sont faits de telle façon que chaque enseigne va avoir une référence, par exemple de machine à laver, qui sera différente. Et du coup, les promesses, par exemple, on vous rembourse si vous trouvez moins cher ailleurs,
sont quasiment jamais tenues puisque les références n'étant pas les mêmes, vous ne pourrez pas prouver que vous avez trouvé moins cher ailleurs. Mais en fait, c'est fait en sorte qu'il n'y ait pas les mêmes références chez les mêmes distributeurs. C'est par exemple un élément qui est fait pour que les éléments... voilà. Ensuite, on va avoir des conditionnements qui peuvent être différents, on peut avoir tout un tas d'éléments. Plus le montant de l'achat est faible, et moins les consommateurs sont sensibles au prix. D'accord ? Moins sensibles au prix de quelque chose qui paraît peu cher, en tout cas. Une partie du prix est remboursée par un tiers. Donc ça diminue également la sensibilité au prix. Vous l'avez déjà vu, hein. Vous avez vu ces offres, vous achetez tel produit et on vous rembourse 20 €, 100 € en fonction de ce que vous offrez. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un autre élément qui peut réduire la sensibilité au prix. Et puis, il y a également les produits hédoniques. Donc vous le savez, je vous rappelle, la motivation hédoniste lorsque l'on fait un achat, c'est pour nourrir l'estime de soi. Donc c'est vraiment un achat pour se faire plaisir. Et donc là, les consommateurs sont moins sensibles au prix quand le produit est hédonique. Donc un produit qui met en avant l'ego et qui va flatter l'estime de soi du client. Sans aucun jugement. Alors on peut trouver plusieurs catégories de clients, je vous laisse lire ici. Vous avez des comportements prix différents et des motivations différentes. Donc vous avez des clients qui sont plutôt chasseurs de prix. Alors ces catégories sont plutôt pour l'Europe et plutôt pour la France, mais vous allez retrouver ces catégories à peu près dans tout le monde occidental avec des nuances. Donc les chasseurs de prix qui cherchent toujours l'offre, le hard discount, le prix bas, les experts malins qui limitent leurs dépenses et cherchent les bonnes affaires, les solos plutôt insensibles au prix puisqu'ils ont plutôt un pouvoir d'achat élevé, les hédonistes qui vont privilégier un lieu d'achat qui les valorise, eux ils ne vont pas comparer. Il y a des gens qui sont très routiniers, qui vont avoir des habitudes d'achat très stables, et puis vous avez des bons clients qui regardent peu les prix, qui cherchent peu de promos, qui ne cherchent pas les soldes. Et eux, par exemple, ils ne vont jamais dans les hard discount, sauf si son contrat est forcé. C'est ce qu'il y a décrit. Alors, comment on mesure la sensibilité au prix? Eh bien, on fait une courbe qui présente la quantité demandée et le prix. Et l'idée est la suivante, c'est que la quantité demandée diminue lorsque le prix du produit augmente. On va donc pouvoir calculer la sensibilité du client aux variations de prix. Ok, alors là je sors toute la diapo. On y va. Donc la formule de l'élasticité, c'est la suivante. Variation de la demande divisée par la demande sur variation du prix divisé par le prix. Vous avez la définition de la variation de la demande, donc différence dans les de quantité à différents prix. La variation de prix, la différence de prix. Quand l'élasticité elle est inférieure à 0, ça signifie que la demande baisse quand les prix augmentent. Si l'élasticité elle est positive, donc supérieure à 0, la demande augmente quand les prix baissent. Et si l'élasticité est plus ou moins égale à 1, supérieure à 1, eh bien l'élasticité est très forte, puisque la variation de la demande est plus forte et est plus que proportionnelle à la variation de prix. Je
Je vous ai mis un petit graphique que je vous laisse regarder. On peut avoir donc des produits qui ont une élasticité très forte et des produits qui ont une élasticité dite faible, c'est-à-dire qui sont peu sensibles au prix. Ce sont généralement les produits de première nécessité qui ont une élasticité plus faible. On ne peut pas se passer de manger, on ne peut pas se passer non plus d'avoir un peu chaud. Voilà, ce sont plutôt les produits de première nécessité et les produits plus superficiels, entre guillemets, ont des sensibilités au prix plus fortes. Alors, il y a des exceptions à ces règles, évidemment. Il peut y avoir des effets dits de snobisme. La demande augmente parce que le prix augmente, pour les produits dits de luxe. Des effets de rareté, le prix augmente car la rareté est organisée, et notamment organisée par les marques. Et puis, il peut y avoir des produits qui sont inélastiques. La demande est identique, quel que soit le prix. Il existe également des élasticités croisées, où on peut évaluer l'impact de la variation du prix d'une marque A sur les ventes de la marque B. Ça permet de mesurer le degré de substitution entre les marques. Quand les produits sont complémentaires, les élasticités croisées sont négatives. Quand le prix de A diminue, les ventes de B augmentent. Quand les produits sont des concurrents substituables, les élasticités croisées sont positives. Quand le prix de A augmente, les ventes de B augmentent. Comment est-ce que le client perçoit le prix? Eh bien, c'est une vraie question qui se pose, et qui se pose régulièrement. Quel est le juste prix? Sans mauvais jeu de mots avec le jeu télé. Eh bien, un prix, en marketing, on considère qu'il traduit la valeur qu'un produit apporte au client. C'est un échange. On va se départir d'une partie de notre argent, qui a une valeur pour nous, en échange d'un bénéfice, d'une valeur que le produit ou le service va nous apporter. Donc, on considère qu'il y a une comparaison, plus ou moins inconsciente, dans la tête du client, entre le bénéfice espéré du produit et le sacrifice du paiement du prix. Pour le client, il y a un plafond, un sacrifice au-delà duquel il n'ira pas, et il estime alors que la valeur du produit est inférieure au prix demandé. Il va être dans un refus d'achat. Le coût de production du produit est également un moyen de fixer un prix plancher au produit, car elle a cette contrainte que l'on a déjà évoquée. Si l'entreprise fixe un prix trop bas, elle ne réalise pas de marge, pas de bénéfice, et c'est une prise de risque trop élevée pour elle. Si le prix plancher, pour elle, en termes de rentabilité, est trop élevé pour le client. Ça se schématise de la manière suivante. On y va. Alors, la zone de rejet, c'est une première zone qu'on a tout en haut ici, où on voit que le prix est trop élevé, c'est trop cher pour le client. Donc, c'est un premier rejet. On retrouve donc dans l'enquête concernant le prix psychologique que vous avez réalisé. Puis, on a une deuxième zone de rejet qui est le prix trop bas, pour laquelle le client considère que la qualité est suspecte. Le prix de référence, c'est-à-dire la référence que le client a en tête concernant le prix du produit, qui s'établit soit par observation, j'observe ce qui se fait sur le marché, je vais dans un rayon, je vais sur internet, faire du showrooming, et je regarde tous les produits, je regarde les produits qui sont proposés, et donc je compare, j'observe. Soit j'ai mémorisé un achat précédent, et ça va me servir de
référence pour déterminer si le prix il est juste ou non en tant que client. Et donc on a cette zone d'indifférence où on va pouvoir placer notre prix réel. C'est terminé pour aujourd'hui, pour cette partie sur les prix, et on se retrouve la semaine prochaine avec la suite.